il est 10h01. Nous allons pouvoir démarrer. Je vous salue toutes et tous. Pour ceux qui n'auraient pas encore participé à nos travaux hier, je me représente rapidement. Je suis Éric Tardieu, le secrétaire général du Réseau international des organismes de bassin. Et nous avons le plaisir depuis hier matin d'organiser complètement en ligne pour la première fois notre conférence de l'Euro RIOB édition 2020. Merci de vous joindre à nous ce matin pour cette nouvelle session qui sera dédiée au dialogue ville-bassin. Nous avons hier davantage travaillé sur des politiques européennes, la politique agricole commune, la politique de recherche-innovation et bien entendu la politique de l'eau. Et la session de ce matin est davantage ouverte sur le monde, puisque nous avons une géographie plus large que simplement l'Europe, et ouverte à une thématique qui n'est pas totalement traditionnelle, ni pour le RIOB, ni pour les politiques européennes d'ailleurs, ce que nous avons baptisé le dialogue ville-bassin. Et je me réjouis de pouvoir vous retrouver sur ce sujet d'importance croissante, compte tenu de l'urbanisation croissante de nos territoires. Et avec ce vocabulaire du dialogue ville-bassin, nous souhaitons prendre en compte la nécessité de traiter cet enjeu incontournable que sont les villes, qui constituent des singularités pour l'échelle des bassins, des singularités démographiques, des singularités en termes d'activité, et qui donc posent des problèmes que nous allons examiner ensemble en matière de gestion des ressources en eau, des problèmes aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Or, il n'est pas si courant, en fait, que les deux échelles dialoguent, le niveau des villes et le niveau des bassins. C'est pourquoi nous nous sommes associés avec plaisir avec l'IWA, l'International Water Association, qui a elle-même engagé une réflexion qu'elle va nous présenter dans quelques instants, autour de l'élaboration d'un guide méthodologique, d'un manuel, comme nous les appelons au RIOB, sur le dialogue ville-bassin. Je suis donc particulièrement heureux et honoré d'avoir pu préparer cette séance aujourd'hui en lien étroit avec nos collègues de l'IWA. Et je remercie par avance également l'UNESCO. Le président du programme intergouvernemental hydrologique de l'UNESCO, M. Fadi Komer, nous fait l'honneur de sa présence et je l'en remercie. Et je remercie également l'OCDE de s'être associé à cette initiative, puisque Mme Aziza Akmouche nous fait l'amitié d'animer le panel qui aura lieu dans quelques instants. Voilà, je ne serai pas plus long et je cède tout de suite la parole à notre co-présidente pour le lancement de cette séance, Mme Diane Darras, présidente de l'IWA. Diane, the floor is yours. Merci infiniment, Eric. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a toujours deux niveaux de gouvernance. Vous devez donc avoir une bonne gouvernance au niveau des bassins et une bonne gouvernance au niveau des villes. Alors, si vous voulez bien présenter mes slides, je voudrais donc les partager avec tout un chacun. Tout d'abord, rappeler ce qu'est l'IWA, le International Water Association, l'Association internationale de l'eau, est une association qui prend en charge l'eau, les ressources en eau urbaines, mais pas que. Donc, nous approvisionnons de l'eau, mais nous faisons en fait de la gestion, de la planification de l'eau de la manière la plus efficace. Nous sommes donc totalement connectés avec les personnes auprès desquelles nous approvisionnons en quelque sorte en ressources en eau. François Gavier, merci beaucoup. Le slide. Alors, l'eau urbaine est un réel défi pour tout un chacun, mais en particulier pour l'IWA.
car en fait, l'urbanisation galopante eh bien, rend la chose beaucoup difficile. Nous savons qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vivront dans les villes du fait du changement climatique, eh bien, un défi et une pression supplémentaire sur les ressources en eau urbaines, et ce qui constitue un défi. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que c'était très important à l'IWA de mettre en place un programme qui lie les villes avec les bassins. Transparence suivante, s'il vous plaît. Alors, l'IWA a travaillé depuis quelques années déjà. Il travaille sur le principe des villes sages en eau. Et il s'agit là d'une thématique sur laquelle nous devons travailler en tant que spécialistes de réseau de l'eau et d'assainissement. Il est donc essentiel de rappeler ici que nous avons énormément de choses à faire et de missions à accomplir en vue de livrer l'eau ou de livrer les ressources en eau, mais l'accès doit être reconnu avec les bassins. Il a été reconnu au sein de l'IWA que les bassins jouent un rôle extrêmement important, et en tant que professionnels de l'eau, nous devons de travailler avec l'organisation ou les organisations au niveau des bassins versants. C'est la raison pour laquelle l'IWA a travaillé depuis quelque temps de manière acharnée là-dessus et sur cette question, et a lancé un programme dénommé les bassins connectés aux villes, ou plutôt les villes connectées au bassin. Nous avons tenté de développer un cadre ou un programme au titre duquel les professionnels peuvent travailler et peuvent être inspirés pour développer en fait des villes connectées au bassin. Nous avons donc travaillé de manière interactive autour de cette vision, car nous considérons que nous ne pouvons pas réellement travailler au niveau des villes sans l'aide incontournable des personnes qui ont une vision plus large des ressources en eau à plus grande échelle. Et donc, il est essentiel pour nous de travailler main dans la main. Et donc, nous avons deux composantes, deux échelles. Et nous estimons qu'il faut travailler ensemble avec les bassins versants. Donc, nous sommes ravis de travailler avec le RIOB, avec le professionnel de l'IWA et du RIOB. Les deux communautés doivent travailler ensemble sur la gouvernance locale, la gouvernance globale. Il est donc essentiel de travailler main dans la main et de manière collaborative. Alors, j'aimerais vous faire part d'une petite touche personnelle. En France, l'agence des organes de bassin a été lancée en 1955. Et Yvan Chéré vient de malheureusement décéder la semaine dernière. Il avait 96 ans. Et ses obsèques sont célébrées aujourd'hui. Je suis ravie, je vous parle de ça car vraiment ça prend tellement de temps pour aller de l'avant, pour inspirer, pour apporter les changements nécessaires. Et justement, connecter le RIOB à l'IWA a été une chose extraordinaire et indispensable. Je suis ravie. Nous avons beaucoup travaillé sur la gouvernance avec le RIOB et nous devons faire avancer la gouvernance locale et globale de la même manière et main dans la main, dans la même direction. Merci beaucoup, Diane. Je vais donc reprendre l'animation des travaux. Je suis ravie de modérer ce panel extrêmement intéressant sur le dialogue de bassins, entre les villes et les bassins. Mon nom est Aziza Atmouche. Je préside en fait la division des politiques des villes, développement durable. Au niveau de l'OCDE, cette discussion est très importante. Donc, j'ai mis en place d'ailleurs et j'ai géré le gouvernance de l'eau au sein de l'organisation lors des 10 dernières années. Nous allons passer à peu près 1h30 ensemble. Et nous allons donc pouvoir travailler avec l'ensemble des panélistes et évoquer cette question très importante des interactions entre les villes et les bassins. J'aimerais faire passer quelques messages importants à l'issue du travail qui a été fait au niveau de l'OCDE.
Et avant d'engager la conversation avec les panélistes, que je remercie d'ores et déjà pour le temps précieux qu'ils nous accordent. Alors, quand vous venez en fait de la communauté de l'eau et vous finalement vous sautez dans la communauté urbaine, c'est un pas que j'ai fait il y a 2 ans, vous réalisez à quel niveau et combien est avancée la communauté de l'eau en termes de gestion, méthode de gestion. Alors, l'approche de gouvernance reconnaît que les frontières de l'eau ne s'arrêtent pas au niveau des frontières administratives. C'est vraiment quelque chose que la communauté urbaine devrait bien apprendre. Quand on parle de logement, d'habitat, de transport et d'autres politiques critiques au niveau urbain, nous savons pertinemment que ces questions et ces défis ne s'arrêtent pas au niveau des villes, mais plutôt s'étendent sur le lieu de travail des gens et où ils habitent également et leur logement. C'est vraiment quelque chose qui est en train de monter en puissance dans la communauté urbaine, la question des ressources en eau. Et aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en train de se faire, des leçons que nous sommes en train de tirer justement sur comment arriver à ces villes sages en eau. L'autre dimension dans le domaine politique, ce que l'on voit, c'est qu'il s'agit en fait d'un secteur fragmenté et beaucoup de décisions autour de l'eau sont prises à partir de la water box. Alors l'agriculture a trait à l'eau, l'énergie a trait à l'eau, tout est lié, tout est connecté. C'est la même chose pour les villes. Nous avons nous avons des projections de plus de 70% des personnes qui habiteront dans les régions urbaines et dans les villes dans les années à venir. Et beaucoup de facteurs, justement, la résilience, le développement durable, etc. Toutes ces décisions sont prises en dehors de la water box, de la boîte à eau. Alors, il nous faut davantage de politiques cohérentes et consistantes. C'est absolument critique. Alors, la dernière question a un lien avec le Covid-19, c'est vraiment un facteur de changement des mentalités et ce qui a amené beaucoup de maires et de gestionnaires des villes à changer leur vision sur la gestion des ressources en eau et de l'environnement de manière générale. Alors, les maires ont accordé une attention très importante à comment assurer la continuité des services durables et non seulement d'ailleurs les ressources en eau et l'assainissement, mais d'autres secteurs. Alors, cela, en se faisant, en fait, ils ont été liés et connectés très étroitement avec les professionnels de l'eau et de l'assainissement. Alors, voyons un peu, quand on voit un peu le tableau du Covid-19 et les luttes justement qui sont menées, il y a tellement d'héritage qui est là justement et d'expérience et d'enseignement à tirer de la communauté de l'eau qui nous éviterait de tomber dans les défis et dans les différents problèmes que nous avons connus auparavant. Alors, nous avons aujourd'hui de nombreux orateurs qui vont partager des histoires concrètes et des expériences concrètes de cette relation ville-bassin qui requiert effectivement une approche multi-acteurs pour apporter des solutions. Nous allons écouter plusieurs pays dans le monde et chaque intervenant aura 10 minutes chacun. Je les invite vraiment à bien respecter le temps qui leur est imparti. Je vous invite également tous à mettre sur le chat les questions que vous auriez ou commentaires au fil et au fur et à mesure que vous écouterez les intervenants. Donc, on pourra y répondre après quelques 2 ou 3 interventions. Alors, je présenterai les intervenants au fil et à mesure qu'ils prendront la parole et ensuite, nous donnerons la parole au chat. Alors, Claudia Costa, Aziza, avant de commencer le panel, voilà, Katharina de Liwa va dire quelques mots sur les handbooks, sur le guide. Merci beaucoup, Aziza. Katharina, vous avez la parole. Merci, Oriab, d'avoir bien voulu organiser cette session aujourd'hui. Nous sommes ravis
d'être en partenariat avec le RIOB sur ce guide pratique. Alors, je voudrais vous donner le contexte tout d'abord. Comme l'a évoqué Diane, l'IWA a développé il y a quelques temps, en fait, l'agenda justement pour les villes connectées ou le programme d'action pour les villes connectées. Donc, nous ne recevons plus le son. Nous ne recevons plus le son. Nous avons perdu Katharina. Yes, I think we lost Katharina. Sorry, I'm right back. Sorry, I saw that go off. Je suis de retour. Je suis de retour. Parler du programme d'action pour les villes liées au bassin et le point de connexion a été le travail mené justement entre le RIOB et le IWA pour renforcer la connexion justement autour des villes liées au bassin. Tout d'abord, expliquer le manuel ou le guide. Alors, le guide sur le programme d'action pour les villes liées au bassin renforce ce cadre. Donc, nous avons en fait plusieurs partenaires, les régies de l'eau et de l'assainissement, les gouvernements des villes et l'industrie urbaine et périurbaine. Nous travaillons avec les régulateurs, les gouvernements locaux, etc. En fait, tous ces différents acteurs doivent travailler ensemble pour assurer la sécurité de l'eau à travers les enfants, à travers l'ensemble des secteurs, en fait, du prélèvement de l'eau jusqu'au consommateur. Alors, tout d'abord, de quoi parlons-nous? La partie numéro 1. Pourquoi les acteurs urbains doivent être connectés à leur bassin? Quels sont les vecteurs pour cette action? Alors, deuxième partie concerne comment appréhender la question, comment la formuler. Voilà, donc il s'agit de différentes actions qui peuvent être menées, de l'évaluation, de la planification, de la mise en œuvre, en mettant en exergue, bien entendu, les meilleures pratiques avec des études de cas. La troisième partie concerne les leçons, enseignements tirés et recommandations, distiller notamment les informations et recommandations des meilleures pratiques et les intégrer, bien entendu, dans les fondations pour l'action, ce que je vais expliquer dans quelques instants. Alors, le petit manuel est donc est en conformité avec le programme d'action pour les villes liées au bassin. Alors, les vecteurs d'action sont par exemple les événements extrêmes, la qualité de l'eau en déclin et le changement de la disponibilité de ressources en eau. Alors, tout cela aura des impacts différents sur les acteurs urbains. Deuxième partie concerne comment appréhender les questions. Ce sont les voies d'action en quelque sorte. Et il s'agit là en fait d'actions spécifiques que les acteurs urbains peuvent également prendre pour être les leaders dans la gestion des ressources en eau, par exemple, évaluation, planification, construire des partenariats, utilisation des technologies avancées et finalement la mise en œuvre de toutes ces actions. La dernière partie qui est basée sur les recommandations intègre également les fondations pour action, à savoir cela constitue le bloc essentiel pour livrer en fait des gestions de ressources en eau durables et assurer justement la durabilité de tout cela. Alors un aspect clé dans tout cela, ce que d'ailleurs nous allons écouter tout à l'heure, ce sont des exemples et des études de cas qui montrent certaines de ces meilleures pratiques et approches qui indiquent comment les acteurs dans les régions urbaines contribuent de manière active à cette gestion durable des ressources en eau. Alors, ces histoires d'études de cas est inspirante, est une source d'inspiration et d'enseignement pour les villes pour répondre mieux aux défis auxquels ils sont confrontés. Alors, nous invitons tout à chacun qui participe à cette session, de nous donner vos contributions et vos commentaires sur les différentes études de cas. Et je vous invite, bien entendu, à nous contacter ou RIOB pour davantage d'informations. Merci beaucoup, Katharina. Désolée, j'avais omis de vous donner la parole car je monitorais un autre chat. Voilà. Nous allons passer à présent au panel. Nous avons Claudia Costa
des Aguas de Porto. Je l'invite donc à partager sa présentation PowerPoint. Claudia, vous avez 10 minutes. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci, je pense que vous pouvez voir ma présentation sur le tableau, oui. Alors, c'est le bassin, en fait, Porto est la deuxième plus grande ville de Portugal avec 237 000 résidents ou habitants et également Porto est une ville qui a été façonnée par l'eau. 9 km de rivière, 3,5 km également de façade maritime et avec... alors, le cycle de l'eau est géré par la société ou la régie qui est responsable de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement également, du drainage. L'entreprise gère pas moins de 2000 km d'infrastructures gérées à l'eau, y compris les égouts, les systèmes d'égouts, responsable également de 9 plages labellisées et également de 4 rivières. Alors, pour cette étude de cas, je vais mettre l'accent sur les points suivants. Sur l'ensemble de la ville de Porto, nous comptons pas moins de 60 km de rivières et de cours d'eau. 76% malheureusement ne sont pas équipés d'amener d'eau. Notre objectif étant les investissements dans le système de protection d'eau en établissant un bon parallèle entre l'utilisation de l'eau et pour les résidents et le cours d'eau sont égales, souffrent d'un certain nombre de conséquences négatives. Nous utilisons des canalisations pour le transport de l'eau. Notre mission est très claire, revenir autant que possible à l'état naturel. Et à partir de cela, nous avons mis en place le nettoyage, l'éclairage de jour. Et nous avons également un certain nombre d'activités de propreté, d'inspection. Nous avons un certain nombre de gardes de rivières également, gardes fluviaux. Nous avons un plan également de contrôle d'infiltration, des eaux d'infiltration et le ruissellement. Mais aussi, nous avons également dans un certain nombre de réseaux privés et nous avons une équipe qui contrôle les différentes applications pour savoir si elles sont bien connectées au système, au réseau. Alors, le suivi est très important pour nous en tant qu'outil de gestion. Pour ce faire, nous avons un certain nombre de laboratoires et nous avons également un certain nombre d'inspections visuelles qui sont entreprises par des gardes de rivières. C'est une activité très typique au Portugal et que l'on appelle Kingfisher. Alors, les deux autres domaines d'activité sont l'éclairage diurne et la réhabilitation, la restauration. Alors, ce sont là des axes stratégiques. Nous dépendons d'un certain nombre d'entreprises pour gérer le cycle de l'eau, mais également d'un financement communautaire. Nos interventions mettent l'accent sur des solutions fondées sur la nature. Nous avons également le contrôle des inondations. Nous avons également l'amélioration des paysages. Nous avons également le pont à l'amélioration, l'augmentation de la biodiversité, les liens maintenus avec la nature et également les climats et le changement climatique. Voici certains exemples de nos interventions. D'abord, la première, c'est par un certain nombre de promoteurs. Vous pouvez voir les 3 images. À gauche, vous avez la situation pré-projet, vous avez la situation après le projet et vous avez également à votre droite la situation durant la saison hivernale parce que c'est une région qui est encline à recevoir un certain nombre
d'inondation. Encore une fois, vous voyez ici le cours de la Granja qui se trouve sur la section de Ramal de Moïdo. Vous avez la situation à gauche et puis par la suite les travaux qui ont été effectués pour rehausser notre engagement et l'engagement des parties prenantes. Vous avez ici un certain nombre d'activités entreprises par les parties prenantes. Nous avons les 5 piliers. Vous avez l'eau pour les personnes, la PDM, les investissements publics et privés et les engagements ou l'engagement communautaire. Alors l'eau pour la communauté permet justement aux personnes de bénéficier de l'eau également à des usages et à des fins d'embellissement, de verdissement de la ville également, et ce qui permet également de bénéficier des différentes... Alors, le PDM, en fait, c'est le plan directeur de la municipalité. Voilà ce que veut dire PDM. Et en fait, on nous appelle à penser bleu pour rendre notre ville verte. L'eau fait partie de la logique et a comme objectif de renforcer l'infrastructure bleue et verte avec un certain nombre de critères tels que par exemple les plans relatifs à la gestion des bassins, des eaux, augmenter l'adoption de solutions durables et encourager les investissements privés dans nos cours d'eau. Alors maintenant, pour ce qui concerne les investissements privés et publics, alors pour ce faire, j'ai choisi un certain nombre d'exemples. Donc, l'université de Porto également est une université socialement responsable, puisqu'elle a également travaillé sur la restauration, la réhabilitation d'un certain nombre de cours d'eau. Également à l'intérieur de l'université de Porto, nous avons le parc central d'Asprella qui est en cours de construction actuellement, et également nous avons un nouveau espace vert après la réhabilitation de la... Étant donné que nous sommes avoir de France, nous avons des partenariats avec d'autres villes qui partagent également l'estuaire avec nous. Nous avons justement la ville de Gondomar, qui est la ville voisine de Porto. Grâce à ce projet, nous avons un parc d'un linéaire de 6,5 km qui relie les deux villes de manière assez unique. Le résultat de ce projet s'est fait ressentir rapidement. Nous avons commencé à avoir l'augmentation au niveau de la biodiversité et également l'amélioration de la qualité de l'eau, et également, bien sûr, une meilleure utilisation par les utilisateurs. Vous avez 2 minutes, Claudia, pour finir. Alors, le dernier aspect, à savoir l'éducation relative à l'eau ou l'éducation pour l'eau. Nous avons en fait la maison de l'eau, le Waterhouse, qui permet qui prodigue en réalité une éducation environnementale interactive. Nous avons également un musée souterrain qui explique un certain nombre d'attributs de ces différentes infrastructures. Avant d'en terminer de ma présentation, je voudrais faire mention rapidement de notre technologie qui a en fait été primée, et cette plateforme, le H2 Porto, qui est en réalité une technologie qui comporte un certain nombre de caractéristiques architecturales principales, dans laquelle nous avons une plateforme de gestion de l'eau urbain intégrée. Elle permet l'intégration des données, elle a également un suivi en temps réel, elle permet également d'avoir un système d'alarme et elle permet le reporting. Et nous pensons, avant de terminer, que l'innovation est ce sur quoi nous devons mettre le cap. Et en fait, nous sommes mus par les personnes et nous sommes mus également par l'innovation. Je vous remercie beaucoup. Claudia, merci beaucoup. Merci d'être resté vraiment dans les délais. Vous avez placé la barre haut en termes de respect du temps, donc à d'autres également de rester dans les délais. J'invite maintenant M. Mohamed Chtiwi, secrétaire général de l'agence de la personne de Tennessee. Merci. Bonjour tout le monde.
Je suis très heureux de participer avec vous et pour partager effectivement l'expérience au niveau des bassins détensifs au sud de la Méditerranée. Donc, je veux parler de la déclaration régionale de Marrakech pour l'eau. Pourquoi cette initiative et qu'est-ce qu'on vise à travers cette déclaration-là. Pour la déclaration, donc, je dirais que c'est un couronnement d'un processus participatif qui a duré plus de 3 ans, qui a demandé plus de 3 années de travail collectif entre différents partenaires pour aboutir à un plan d'action qui est concerté. Donc, cette déclaration donc, a eu lieu le 9 janvier en 2018. Donc, on a choisi quand même un lieu très significatif, c'est le musée de l'eau, le musée Mohamed VI pour la civilisation de l'eau, au niveau de Marrakech. Et les signataires, je dirais qu'il y avait plusieurs signataires, donc entre 30 et 40, une trentaine de signataires qui sont des représentants ou des administrations, des élus, des usagers de l'eau. L'objectif principal de cette déclaration, c'est pour faire une gestion intégrée, je dirais, des ressources en eau, pour protéger les ressources autour de Marrakech, parce qu'effectivement, on parle de Marrakech et ses environnements. Le motif de l'action, c'est qu'on se retrouve dans le bassin intensif qui est l'un des 10 des bassins au niveau du Royaume du Maroc, qui a des ressources en eau très limitées, mais qui connaît des sécheresses récurrentes avec des ressources en eau très limitées, alors que on se retrouve dans une zone qui est en plein essor. Donc là, pour la ville de Marrakech, par exemple, c'est un tiers de la population de la région, avec 51% au niveau de la population urbaine donc concentrée dans la ville de Marrakech. Et la région, même si la région constitue un pôle de production et d'exportation des fruits et de légumes, donc il contrôle l'agriculture. Il contribue à raison de 12,6% au PIB agricole national et il est le principal employeur au niveau de la région. Donc, et comme vous le savez, l'agriculture, ça veut dire synonyme de consommation de monde de ressources en eau. En plus, Marrakech, je dirais que la région elle est connue pour sa destination touristique, mais Marrakech, c'est, je dirais, la locomotive du tourisme au niveau du Maroc, même au niveau du Maroc. Il assure à peu près 55 000 emplois. Et au niveau de Marrakech, c'est 84% de l'offre touristique de toute la région. Hein. Donc, et je dirais qu'il y a depuis 2005, il y avait aussi une offre d'un tourisme haut de gamme avec des golfs. Et jusqu'à 2009, on a vu dans le pipe plus qu'une trentaine de golfs en projet qui demandaient un peu l'autorisation, ce qui nécessite beaucoup de ressources en eau. La problématique, c'est que, comme je l'ai dit, donc, au niveau de Tensift, on a des faibles ressources et on a un déséquilibre grandissant entre l'offre et les demandes. Et ça nous pose aussi un problème pour la sécurisation de l'eau potable de la ville de Marrakech et même de l'irrigation qui est autour. Et deuxième point, c'est qu'on a une fragilité des systèmes hydrauliques qui ont une grande vulnérabilité au changement climatique. Et il y a aussi un problème de perte de capacité de stockage au niveau des barrages par l'envasement et la surexploitation des ressources en eau. Donc, si on veut parler chiffres, donc les ressources en eau de surface remontent à près à 1 milliard. Je dirais 116 millions de mètres cubes, avec des eaux souterraines qui s'élèvent à 600 millions de mètres cubes, mais qui accusent un grand déficit par cause de cette exploitation qui atteint à peu près moins 170 millions de mètres cubes. Donc, ce qui fait que les ressources propres au niveau de Tensift, avec un capital de 570 mètres cubes par habitant, mais on a déjà recours au transfert d'un autre bassin qui est situé au voisinage de Tensift de 200 millions de mètres cubes. Donc, c'est-à-dire qu'on importe déjà l'eau. Pour l'histoire, donc la ville de Marrakech, elle était connue. Donc, vous avez une carte là qui représente des Khattara. Donc, historiquement, il est alimenté à partir des Khattara. Donc, c'est un ancien mode
anciennement de collecte des eaux de la nappe, donc, de la montagne jusqu'à la plaine. En 1927, il y a le drain Bouzougar on a construit un drain Bouzougar donc, dans le lit de l'Oued. Dans le lit de l'Oued pour collecter les sous-écoulements. Après, on est passé à l'alimentation en eau potable de la ville, donc à partir de la nappe. Et puis, donc, c'est les autres surfaces en faisant un transfert, donc, comme j'ai dit, donc, des bassins voisinants. Et ce transfert n'est plus suffisant, donc on a recours à un autre transfert un peu du nord. Donc, bon, vous avez donc, comme j'ai dit, la ville de Marrakech qui se développe assez rapidement. Bon, le périmètre urbain en 1945, c'était 21 km². Actuellement, il est multiplié par près 10 fois, hein, donc la ville est 10 fois. Et entre 2003 et 2013, on a quand même une évolution très importante, vu la ville a connu un sursaut urbain, un sursaut urbain, que ce soit urbanistique, même dans le domaine touristique, il y avait, je dirais, une grande évolution, une grande activité socio-économique. Rien que pour entre 2003 et 2013, le nombre de ménages a évolué de 37%. Et d'ailleurs, le graphique représente ce qui a nécessité donc, des ressources en eau. On peut voir dans le graphique que en 1970, la ville ne consommait que 10 millions de mètres cubes, 10 millions de mètres cubes par an, qui étaient assurés totalement par les eaux souterraines. En 2015, donc, la totalité est assurée par les eaux de surface qui sont importées et le volume atteint 70 millions de mètres cubes, donc 7 fois ce qui était en 1970. Donc vous voyez un peu la carte qui représente le premier transfert de 200 millions de mètres cubes qui est saturé et le deuxième transfert qui est en cours de réalisation avec un volume de 85 millions de mètres cubes. Monsieur Chtiwi, il vous reste 2 minutes et vous n'aurez de toute évidence pas le temps de passer toutes les diapositives. J'aimerais peut-être vous inviter à insister sur le processus participatif et votre plan d'action concerté dans les 2 minutes qui vous restent, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Donc, moi, je dis que ça, c'est la carte qui montre un peu de cette exploitation de nappe. Donc, on était dit qu'il faut faire quelque chose pour la préservation des ressources en eau. Donc, c'est là où on a fait un processus participatif. Donc, pour établir donc, le processus, bon, il y a 4 étapes, diagnostic, construction des plans et la signature de la convention, la mise en œuvre. Donc, ça, je ne vais pas répéter ça. La disponibilité autour de la ville de Marrakech, donc, comme j'ai dit, il y avait 1 milliard disponible parce que là, je parle autour de Marrakech. Marrakech est le bassin intensif de Hawj Mjad. On a 630 millions de mètres cubes haute surface, Barassag et transfert, plus des 444 au souterrain, mais on a quand même des eaux non conventionnelles, c'est les eaux traitées, donc on a une capacité de 34, on utilise actuellement 8 avec la collecte des eaux pluviales. Les usages, vous voyez qu'il y a toujours un déficit entre disponibilité et usage. On a fait même dans le diagnostic, on a pris en compte les projections jusqu'à 2030 et on a dit que si on ne fait rien, donc ce déficit va s'accélérer pour atteindre moins 300 millions de mètres cubes par an. Alors le plan d'action, c'est en 6 objectifs, mais en 33 actions, donc un peu limiter les prélèvements, préserver la qualité des ressources, recourir aux ressources alternatives, économiser et valoriser les ressources, et bien sûr, donc, mettre en place un système de gouvernance. Les impacts attendus du plan d'action, c'est de rétablir un peu la situation. Donc, scénario plan d'action, on va réduire, en 2030, on vise à atteindre l'équilibre de la nappe, et avec, vous voyez un peu l'apport de chaque action, de chaque objectif qui a été cité tout à l'heure, donc les pourcentages dans le plan d'action. La mise en œuvre, donc pour dire un mot, actuellement, donc cette convention a été accompagnée par une stratégie de communication. Donc vous voyez un peu, il y avait beaucoup d'affiches et même, je dirais, beaucoup d'affiches pour faire connaître, pour faire l'appropriation de cette action par la population.
Pour le suivi des prélèvements de la nappe, parce qu'il y a une série d'exploitations, on a utilisé un peu des systèmes de télédiction pour calculer les terres et chiffrer même les volumes, peut-être les prélèvements illicites, et voir s'il y a des extensions ou non, parce qu'on a limité les extensions. Le recours aux ressources en eau alternatives, donc actuellement, il y a 2 golfs qui sont alimentés par les eaux usées traitées de la ville de Marrakech avec un volume de 8 millions de mètres cubes par an. Et il y a d'autres qui vont se connecter à ce système-là de l'utilisation des eaux usées. Merci, Monsieur Chtiwi. Je suis désolée, je vais devoir vous interrompre. Peut-être je vous laisse terminer votre phrase, mais on va devoir en rester là pour cette présentation afin de tenir dans les délais impartis. Merci, d'accord. Merci à vous. De toute façon, je crois que Simbo mettra les diapositives à disposition des participants. Et il y a un certain nombre de questions aussi qui remontent du chat et que je me ferai un plaisir de relayer si on a une fenêtre pour pouvoir y répondre. Let me now switch to the third speaker and it's my pleasure. La parole au troisième intervenant et c'est de donner la parole à M. Alexandros Makarigakis, spécialiste du programme dans la division de la science de l'eau de l'UNESCO. Je vous invite à partager avec nous votre écran, votre PowerPoint et de respecter les 10 minutes. Et pendant que vous êtes en train de présenter partager votre écran, je m'assure que la technique suit. Et je voudrais, pour les intervenants du Maroc et de Porto, certaines questions ont été posées à travers le chat et nous y reviendrons en temps et lieu. Certaines ont trait à la relation entre le bassin et la ville, des questions afférentes aux situations notamment de dépassement, d'utilisation de l'eau, de Porto également, et des questions au Maroc auront été posées entre-temps. Donc, ensuite, merci beaucoup, Aziza. Merci Aziza, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie de parler avec vous aujourd'hui des mégacities, l'Alliance des mégacities pour l'eau et le climat. Donc, l'Alliance des mégavilles pour l'eau et le climat. Donc, en conformité avec l'Alliance globale pour l'eau et le climat. Je parlerai de 4 volets, l'Alliance en tant que telle, et le MAWAC, c'est-à-dire la stratégie globale, un cadre global pour l'Alliance des mégavilles pour l'eau et le climat. Je parlerai également de l'étude ou de l'enquête menée notamment dans le groupe de travail de MAWAC. Alors, pour l'Alliance des mégavilles pour l'eau et le climat, la MAWAC, il s'agit là d'une initiative qui a démarré en 2015 lors de la COP21 à Paris, lors de la première conférence internationale sur l'eau et le MAWAC et les mégavilles. Et l'UNESCO a été invité à mettre en place une plateforme de coopération pour les mégavilles. Alors, pourquoi les mégavilles? Nous le savons tous, je ne rentrerai pas encore une fois dans les détails, mais le MAWAC sera en fait une plateforme de collaboration internationale pour les mégavilles à travers laquelle on va tenter en fait d'atteindre l'ensemble des conventions internationales auxquelles ils sont partis et que les mégacités ont signé en quelque sorte, avec bien entendu le transfert de technologie, l'allocation des ressources humaines nécessaires. Nous avons aujourd'hui plus de 20 mégacities qui participent, comme vous pouvez le voir ici sur la gauche de votre écran. Nous avons participé à l'ensemble des COP depuis, avec des événements également que nous avons organisés pour mettre en avant et promouvoir la visibilité de l'eau. Alors, le cadre global stratégique du MAWAC est un programme en cours de réalisation qui sera lancé l'année prochaine, mais c'est en fait le terme de référence du MAWAC. Alors, quand on tentait de voir comment fonctionnerait le cadre global stratégique, je voulais également vous informer que nous avons regardé effectivement les IWA, les principes du
certains des principes importants et nous avons travaillé de l'IWA et certains travaux qui ont été menés par l'UNESCO sur le volet gouvernance. Alors ici, en fait, la vision, c'est d'avoir des mégacités qui soient prospères, résilientes aux effets du changement climatique et être en mesure de développer effectivement et de préserver un environnement durable. Alors, la mission du MAWAC est notamment de travailler à travers une plateforme de collaboration internationale. Alors, lors de notre première réunion en Amérique latine, eh bien, il nous semblait qu'un des grands acteurs ou des 4 grands acteurs identifiés manquait, à savoir l'autorité des bassins versants. C'est la raison pour laquelle nous avons rencontré un des représentants des organismes de bassin avec lesquels nous avons entamé une bonne coopération. Alors, il s'agit en fait d'un parapluie dans sous lequel nous aurons l'ensemble des acteurs, des interventions et des intervenants au sein de cette alliance. Alors, voyons un petit peu le schéma. Nous avons en fait les échelles d'intervention des services, l'échelle de la ville métropolitaine et l'autre échelle se trouve au niveau des bassins. Alors pourquoi? Tout simplement pour assurer justement la qualité des ressources en eau, protéger, optimiser justement les interfaces et au-delà des frontières de la ville, et nous préparer justement aux événements extrêmes liés au changement climatique. Et bien entendu, tenter de développer une espèce d'approche proche de la source. Je vais vous montrer quelques résultats de l'enquête qui a été menée au sein de notre groupe de travail et qui réunit justement des experts de plusieurs grandes villes comme Calagos, Mexico et autres. Voilà, donc c'est une enquête qui date d'octobre, qui regroupe Istanbul, Karachi, Lagos, Lima et Mexico. Voilà donc les quelques résultats pour chacun des bassins. Nous voyons par exemple que le Mexique a au moins 4 bassins, à partir desquels les prélèvements des ressources en eau est faite. Istanbul, plus de 20 bassins avec le côté européen et asiatique. Pour Jakarta, plusieurs bassins versants. À Lima, nous en avons plus que 3. Alors, nous voyons que dans le cas des mégavilles, non seulement nous parlons d'un seul bassin, mais plusieurs bassins. Nous leur avons posé la question sur les acteurs principaux, notamment responsables de la gestion des ressources en eau. Vous voyez ici une fragmentation. Dans ce cas, par exemple, dans certains cas uniquement, comme celui de Karachi, vous avez une seule autorité. Mais par exemple, pour le Mexique, vous avez Conagua, le Mexico Water System, Conagua, et vous avez l'eau et la vallée du bassin, l'agence du bassin du Mexique, de Mexico. Vous voyez donc toute une panoplie d'organisations et d'acteurs. Donc c'est une approche multi-acteurs dans les différentes méga-villes avec différentes autorités. Alors, et là, bien entendu, les réponses sont également différentes. Vous avez encore 3 minutes. Alors, nous voyons également d'autres activités, par exemple les opérations de l'eau et des systèmes d'assainissement, l'exploitation des systèmes d'eau et d'assainissement avec différents acteurs. La même chose pour les réglementations de l'eau, les concessions de l'eau. Et à la lumière de la question concernant la protection contre justement les catastrophes naturelles liées à l'eau, eh bien, dans la plupart des cas, les acteurs n'ont pas réellement de connexion entre eux. Et quand nous voyons en fait l'adoption, par exemple, de la gestion des ressources en eau intégrées, vous voyez qu'un seul a adopté le système, un à Lima et un à Istanbul. Et ceci nous dit beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose sur laquelle nous devons davantage travailler, à savoir la gestion intégrée des ressources en eau. Voilà à peu près la planification et du prochain grand événement, donc de l'Alliance des mégacities sur l'eau et le climat. Nous devions organiser en fait une conférence à Paris
mais malheureusement en décembre 2020, mais nous l'avons reporté pour cause de Covid en 2021. Nous allons effectivement tenir une pré-conférence avec certains des documents et des papiers que nous avons reçus en décembre cette année, du 7 au 11, voilà, donc décembre, pardon, 2020. Nous continuerons avec le développement des nouvelles monographies sur l'eau pour les mégacities avec des études comparatives. Nous aurons quelques papiers de la conférence publiés notamment au sein du Open Journal for Water et nous espérons que les prochaines monographies seront justement lancées lors de la grande conférence de 2021. La plateforme que nous aurons en place sera en collaboration avec le WIS. En fait, c'est une base de données qui propose des espaces pour les groupes de travail et pour justement la collecte de données et de connaissances. Et avant de clore, je voulais dire que nous avons lancé cette initiative à l'instar de Danubris, une grande initiative lancée par l'UNESCO et le Conseil de Danube, justement, pour connecter les villes au bassin. Et enfin, je voudrais dire que ce que nous souhaitons voir, eh bien, ce n'est pas uniquement les liens entre les bassins et les mégavilles, mais également les impacts négatifs des grandes villes ou des mégavilles sur les bassins dans l'utilisation efficace des ressources en eau, car généralement, la mauvaise utilisation des ressources en eau au niveau urbain, au niveau des mégavilles, peut avoir un impact négatif sur les bassins. Merci beaucoup, Alexandros, d'avoir bien respecté le temps imparti. Merci beaucoup. Et c'est un message à l'ensemble des intervenants. Je sais justement que les interprètes ont toujours un peu de mal à suivre les interventions qui sont trop rapides. Donc, on ne va pas les faire souffrir pour l'heure qui nous reste. Alors, veuillez résumer les messages clés que vous souhaitez véhiculer et c'est très important. Alors, nous allons passer justement à l'intervenante suivante, Madame Salsako, gestionnaire de grands projets au niveau de l'autorité de l'assainissement et de l'eau, qui va justement faire la présentation. Je vous invite à partager l'écran également. Il s'agit en fait d'une invitation pour l'UNESCO et pour Porto d'être aussi succinct que possible pour répondre à certaines des questions qui vous ont été posées via le chat. Alors, pour l'UNESCO, il y a une question très simple. Alexandro, comment Lisbonne peut rejoindre votre initiative et comment mettre en place justement des systèmes de surveillance et d'évaluation de la pollution et la bonne distribution justement et l'aménagement du territoire, notamment au niveau des bassins. Quelles sont les bonnes méthodes de gouvernance, les bonnes recettes de gouvernance pour Porto? Il y a quelques questions, à savoir comment les villes et les bassins peuvent travailler ensemble. Nous devons apprendre de votre sagesse s'il y a des réponses et des éléments de réponse également. Pour Marrakech, s'il vous plaît, il y a une question. Est-ce que vous pouvez également répondre sur la gouvernance ou les options de gouvernance pour éviter les ressources en eau et éviter les conflits, notamment avec l'utilisation massive de l'eau dans le secteur agricole? Alors, bien entendu, vous pouvez commencer à répondre dans le chat si jamais on ne peut pas vous donner la parole pour apporter les éléments de réponse. Alors, je ne vois pas la présentation en ligne. Je ne sais pas si Tristan et Caroline, vous souhaitez partager vos, voilà, vos écrans, s'il vous plaît. Alors, allez-y, Tristan, Milo, vous avez donc la parole pour 10 minutes. Je vous donnerai les éléments de temps. Merci. Voilà. Bonjour à tous. Donc en fait, cette présentation va parfaitement à la suite de celle d'Alexandros, puisqu'en fait, nous allons vous présenter un projet donc, entre Paris et Manille qui s'inscrit directement dans l'Alliance des mégapoles, puisqu'en fait, c'est un projet qui allie deux services publics du Grand Paris, à savoir le SIAP, qui est le service public en charge du traitement des eaux usées et des eaux pluviales de 10 millions d'habitants, ainsi que le SICTOM, qui lui est en charge du traitement des déchets ménagers sur le même territoire. Il faut savoir que donc, ce projet entre Paris et Manille est né à l'occasion de la COP 22 qui s'est déroulée à Marrakech,
où le SIAP a été sollicité par la ville de Manille afin de lancer la réhabilitation de la rivière Pasig, donc qui est un fleuve des Philippines qui prend sa source dans la Laguna Bay à Manille et se jette donc dans cette baie. En fait, il est considéré comme biologiquement mort et ce fleuve, donc long de 25 km, traverse la zone la plus densément peuplée des Philippines avec 3 millions d'habitants qui vivent à ses abords. Il subit donc une très grosse pression anthropique. Donc l'objectif de ce projet est en fait de transformer cette rivière et ses environs en une vitrine de la nouvelle qualité de vie urbaine, avec le retour donc d'une rivière propre et vivante, avec donc un objectif de rehausser la qualité de l'eau pour qu'on ce soit une eau propre, avec une flore, avec le développement d'une flore et d'une faune, mais aussi donc qui pourrait être utilisée à des fins récréatives. Donc comme je vous l'ai dit, ce projet s'inscrit complètement dans le cadre de l'Alliance des mégapoles pour l'eau et le climat. Il répond aussi donc à des objectifs de développement durable, à savoir donc le 6 et le 11, donc qui portent sur les enjeux environnementaux de la croissance urbaine et démographique, à savoir donc en fait que la métropole de Manille comptant 16 millions d'habitants, on est vraiment dans cet échange en fait de mégapole à mégapole. Ce projet en fait qui va être détaillé un peu plus tard s'articule autour d'un schéma directeur ainsi qu'un projet pilote sur le bras de San Francisco. Il allie donc une approche multisectorielle entre grands syndicats urbains de la métropole de Paris et donc les autorités de la métropole de Manille. Et en fait, c'est Caroline Schall, donc responsable des affaires publiques et institutionnelles du SICTOM, qui va donc vous détailler cette approche multisectorielle. Bonjour, vous m'entendez ? Très bien, Caroline. Bien. Alors, on a l'habitude dans les réunions internationales d'expliquer qu'il ne faut pas travailler en silo, qu'il faut des approches transversales, etc. Il y a même un ODD, le 17, qui est consacré à ça. Et compte tenu de nos liens avec le SIAP sur le territoire du Grand Paris et les projets, entre autres, de R&D que nous menons ensemble, nous avions envie depuis très longtemps de partager un projet de coopération. Et finalement, c'est à la fois l'UNESCO et Manille qui nous en a offert la possibilité. Je remercie d'ailleurs l'UNESCO qui, depuis quelques années, depuis 2018, depuis Brasilia, commence à s'intéresser à la question des déchets, en particulier son département hydrologique. Et puis, je remercie aussi l'IWA qui aussi nous a contactés, que nous avons rejoints il y a quelques années pour commencer à réfléchir ensemble. Les déchets, en général, on en parle peu dans les projets d'aménagement parce que, je vais dire quelque chose qui peut être très choquant, mais finalement, on meurt de défaut d'eau potable, on meurt de défaut d'assainissement et quand il y a trop de déchets, c'est dégoûtant, on vit beaucoup moins bien, mais l'urgence environnementale est en général beaucoup moins aiguë, sauf en cas de grosses catastrophes comme lorsqu'une montagne de déchets sauvages s'effondre. Et ça a été le cas à Manille, ils ont réussi à endiguer certaines catastrophes liées à l'amoncellement de déchets, mais ils n'ont jamais résolu le problème de la submersion de la Pasig River par les déchets ménagers. Pourquoi ? La première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un moyen pour une ville, pour une mégapole qui n'a pas de système fiscal véritablement fiable, de traiter la question des déchets ? Malheureusement, il n'y a pas de solution. Traiter les déchets coûte de l'argent et n'en rapporte jamais. Donc, c'est une des raisons principales pour lesquelles la question des déchets est traitée souvent avec beaucoup de résignation et laissée parfois aux ONG ou laissée à de superbes schémas directeurs de management des déchets qui sont financés par des bailleurs sociaux et qui finissent sur des étagères ou dans des tiroirs. L'approche de la ville de Manille était très intéressante parce que quand elle a demandé au SIAP de les aider à trouver des solutions d'assainissement durable de la Pasig River, très très vite, le SIAP et la métropole de Manille ont considéré que traiter même avec des procédés extrêmement innovants et merveilleux et rapides de phytotraitement les eaux usées de la mégapole, tant que les déchets ménagers allaient s'y déverser faute de management, on va dire, opérationnel, eh bien tout ça ne servirait absolument à rien. Donc le SIAP et la métropole de Manille, qui a l'autorité réglementaire sur le management des déchets, nous ont demandé de venir. Donc là, on a été confronté à
un problème qui est tout à fait récurrent et qui est intéressant. Et là, je rejoins ce que disait Aziza sur la question des opérateurs urbains dans les mégacities qui sont confrontés à des problèmes multisectoriels. Souvent, la question du traitement des déchets est en fait une question de propreté. Depuis quelques années, compte tenu de l'envahissement du plastique, compte tenu des impératifs de développement durable, on se focalise énormément sur le recyclable et l'économie circulaire. Évidemment que c'est un énorme problème. Mais le problème à Manille, le problème de submersion de la Pasig River par les déchets, c'est essentiellement un problème de propreté. C'est-à-dire que l'ensemble des déchets qui sont produits par, on va dire, 2/3 des habitants de Manille, 2/3 de 16 millions d'habitants, ne sont pas collectés ou sont collectés dans des conditions tellement, on va dire, approximatives qu'une partie des déchets collectés n'arrivent pas dans les centres d'enfouissement eux-mêmes sursaturés et finissent sur la voie publique. Il n'y a pas de système éprouvé de nettoyage de la voie publique et donc, faute de collecte des déchets ménagers et faute de nettoiement de la voie publique, il n'y a pas d'autre issue pour les déchets ménagers qui restent sur les trottoirs, qui restent dans les rues, de finir entraînés dans la Pasig River par les inondations, les pluies, etc. Donc, une fois qu'on est confronté à un problème de ce type, nous n'allons pas nous substituer à la métropole de Manille pour régler ces soucis. En revanche, nous pouvons, et c'est ce que nous avons décidé de faire avec le SIAP et la métropole, essayer d'imaginer une solution d'évitement du déversement des déchets ménagers. Alors, partout en général dans ce type de pays, mais les proportions sont à peu près les mêmes en Europe. On s'aperçoit que 40 à 45% des déchets présents dans une poubelle théorique, sont des déchets organiques. Notre projet va être d'imaginer comment détourner de l'enfouissement et donc détourner de la non-collecte une partie des déchets produits et de trouver des solutions de compostage semi-industriel pour les déchets ménagers. Il nous reste 2 minutes, Caroline. Il nous a offert quelque chose de formidable, c'est une unité de lieu et ce projet va être mené sur une station de pompage où est installée la station de phytoremédiation portée par le SIAP et où nous allons pouvoir, nous, installer nos installations. Voilà. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Je n'ai pas voulu aller plus avant dans la description du projet qui ensuite devient très technique et pourrait n'intéresser que le monde des déchets. Merci beaucoup. Merci Caroline et aussi pour l'aspect très concis de vos propos. Let me now turn to the next speaker. We have 2 left. Walter Kling, President of the International... Nous avons donc maintenant Walter King, président de l'IAWD. Vous avez 2 minutes, Walter. Merci beaucoup. You may be on mute, Walter. I don't hear you. Peut-être, Walter, votre microphone est muet, c'est pour ça que je ne pouvais pas vous entendre. Merci, merci. Bienvenue à tout le monde. Je voudrais vous parler de l'IAWD, l'association de la coopération riche de 27 ans de la région du Danube. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, qui sommes-nous? Nous avons été fondés en 1993. Nous avons eu l'occasion alors d'unifier les parties Est et l'Ouest de l'Europe, tout particulièrement à travers une coopération centrée sur l'eau. Nous étions confrontés à plusieurs différences dans le secteur de l'eau. La région du Danube est la région la plus riche en rivières et nous avons 37 langues différentes. Nous avons 37 millions de personnes qui vivent dans cette région-ci. Nous avons des problèmes politiques. Nous avons eu des problèmes politiques avec la Yougoslavie et
l'ex-Yougoslavie et bien sûr avec la guerre civile dans la région que vous connaissez et qui a posé plus qu'un seul défi. Donc beaucoup d'histoires racontées, certes, mais ce que nous avons pu faire à travers les années, c'est de renforcer notre coopération et à travers la création d'une association qui se compose de régies d'eau, de services d'eau, d'associations d'utilisateurs et de services d'eau dans des différents pays et des membres institutionnels qui ont travaillé ensemble. Et nous avons travaillé avec des entités plus importantes, dont l'une qui est l'IWA, c'est un partenariat à long terme. Et vous vous en rappellerez, en 2008, la conférence mondiale de l'IWA, le thème principal était le partage de développement, permettre à d'autres pays européens également de bénéficier du développement en Europe, notamment dans la région du Danube, qui alors n'était pas encore membre de l'Union européenne. Alors, la question, ce que nous faisons, quelles sont nos activités? Essentiellement, nous essayons, avec les différents pays, les différents membres qui les composent, vous pouvez imaginer que les conditions sont assez différentes dans cette partie-ci du monde. Il a fallu travailler avec les pays les plus riches, mais également avec les plus pauvres, la Moldavie et l'Ukraine, qui étaient justement parmi les plus en domaine de bassin versant dans cette région-ci. Donc, il a fallu travailler ensemble dans le cadre d'une coopération entre les villes et que nous puissions également avoir un bassin interconnecté ou qui connecte les différentes régions, ce qui n'est pas un exercice aisé. Aussi, la communication pour permettre la création d'une plateforme, d'un certain nombre, ici devant vous, un certain nombre d'outils qui permettent justement de communiquer, de se connecter et de renforcer nos rôles respectifs dans le cadre de ce partenariat. Alors, notre partenaire principal, le partenariat le plus principal que nous avons établi en 2008, 3 ans après la conférence, était avec la Banque mondiale. Et avec la Banque mondiale, nous avons pu créer un rapport de l'état des lieux qui a été republié d'ailleurs en 2015. La première édition a été faite en 2005. C'était vraiment là l'un des grands travaux et projets que nous avions entrepris avec un partenaire comme la Banque mondiale pour nous permettre de travailler ensemble et de donner à tout un chacun la possibilité de mieux comprendre comment l'interaction peut se faire entre versants plutôt que de travailler seulement sous la lorgnette du secteur de l'eau, principalement avec les défis auxquels il est confronté. Le rapport final est disponible également à l'adresse que vous voyez devant vous, dont je parlerai à la fin de ma présentation. Il faut également reconnaître ici que le manuel qui est en cours d'élaboration au niveau de l'IWA et également avec l'IW permettra de former une plateforme et d'asseoir cette compréhension commune du secteur de l'eau dans cette grande région du monde. J'en arrive maintenant à l'exercice. Pour former cette plateforme, nous avons tenu un certain nombre de conférences, notamment une conférence sur l'eau, conférence et forum de l'eau du Danube, mettant l'accent sur l'approvisionnement en eau, les problématiques relatives à l'eau. C'est là vraiment le forum et la plateforme qui permettent de représenter les communautés, permettez-les, les universités, les chercheurs et également les différents départements concernés. Nous avons réussi réellement à avoir un groupe le plus représentatif qui partage cette question de travail au niveau des bassins versants et également de faire asseoir cette idée de bassin connecté à sa ville.
Aussi avons-nous organisé une conférence webconférence cette année et nous avons eu en fait un nombre de participants et nous nous sommes ouverts à un nombre encore plus important que les autres conférences que nous tenions même en présentiel. Monsieur, vous avez encore 3 minutes. Alors, l'un de ces programmes englobe un certain nombre d'activités principales. Nous développons et nous encourageons la participation des régies pour leur permettre d'avoir une compréhension commune, conjointe, afin de renforcer leur capacité de la meilleure manière possible. C'est un programme qui se compose de tables rondes, des associations de régie nationales. Vous voyez ici les chiffres en termes de formation, les personnes formées. Nous avons également un certain nombre de hubs, de plateformes. Nous avons un certain nombre, notamment 271 régies, dont les représentants ont été formés. Alors le benchmarking ou le référencement par concurrence est un élément très important qui permet d'avoir une compréhension conjointe du secteur de l'eau dans la région de ces pays. Donc, nous avons ici invité un certain nombre de participants, de représentants des régies pour se joindre à nous au sein de notre organisation. Et ce, à travers un certain nombre de réunions sous Subhub, et ce, en fonction des langues parlées par ces pays ou représentants. Donc, c'est là vraiment une première étape d'un exercice de benchmarking ou de comparaison pour les pays de la région en matière d'application de l'eau et de partenariat. En fait, je vais un peu rapidement, juste pour vous donner un avant-goût de notre organisation Danube. Nous avons récemment relancé en fait notre présence sur le web et ceci met l'accent sur un certain nombre d'activités que nous avons entreprises et vous trouverez sur ce lien-ci et sur ces sites web l'ensemble des activités qui ont été entreprises par l'IAWD et le Danube et qui ici mentionnent un certain nombre de partenariats interrégion. Voilà, donc je vous invite à lire le contenu de ce site web pour avoir plus d'informations. Voilà, donc je voudrais maintenant vous inviter également à vous rejoindre pour avoir davantage d'informations sur l'IAW, ne serait-ce que par voie électronique, et également mon email vous sera donné. Voilà. Voilà, donc Diane a tout à fait raison. Certes, ce n'est pas facile justement de travailler ceci, on doit capitaliser les travaux de plusieurs années pour promouvoir justement la coopération dans le domaine de la connexion ville-bassin. Merci beaucoup. Merci beaucoup également d'avoir respecté les délais qui vous ont été impartis et merci de nous avoir donné des informations sur les AW, sur la situation au Danube et sur ce triptyque entre utilisateurs de l'eau, décideurs et organismes de bassin versants, triptyque dont les travaux sont vraiment très importants. Merci d'avoir également jeté une plus ample lumière sur la situation avant et actuelle. Et I'm now going to give qui, je crois, va s'exprimer en français. Madame Koulibaly, si vous pouvez d'ores et déjà partager votre PowerPoint. Vous êtes Project Advisor auprès de la GIZ. Vous avez 10 minutes pour votre intervention. Et en attendant de voir le PowerPoint à l'écran, un petit rappel peut-être pour tous les intervenants, puisque nous aurons de toute évidence, étant donné la conclusion, pas le temps d'avoir un échange direct avec les intervenants, de répondre dans la mesure du possible aux questions qui vous ont été posées par les participants dans le chat. J'ai essayé de faire des clusters et de regrouper les questions par intervenant. J'ai vu que Mohamed et Alexandros avaient déjà commencé. Il y a une petite question pour vous, Caroline, qui vient d'être posée et probablement d'autres pour Walter à venir. Madame Koulibaly, you have the floor. Merci à tous. Je vais présenter le projet du bassin de rétention de Dakar,
qui aujourd'hui comporte beaucoup d'enjeux et de défis concernant la gestion de l'eau. Peut-être revenir sur le contexte de ce projet-là qui est en évolution depuis 2016. Donc, ce bassin de rétention comporte attendez, voilà. Le bassin de rétention, le bassin de rétention se trouve dans un bassin versant. Des eaux pluviales qui sont collectées par la zone de captage. C'est le quartier où se trouve le bassin et ce bassin se trouve dans une des communes de Dakar qui est Grand Yoff, qui comporte plus de 250 000 habitants. Donc, la surface du bassin versant est de 300 hectares. Donc, ça concerne des milliers de personnes. Ce bassin versant a fortement évolué. Aujourd'hui, elle est confrontée à une urbanisation galopante et une très forte pression urbaine qui a des conséquences sur les inondations qui sont récurrentes en période de pluie. Et c'est dans ce contexte que notre bassin, le bassin de rétention des eaux pluviales a été construit en 2005 suite à de très grosses inondations sur un emplacement historique. Ici, je vais le montrer sur un emplacement historique à la base qui était une zone de captage qui comportait des forages pour la Société nationale de l'exploitation de l'eau potable. Donc, cette zone n'était pas destinée à recevoir une urbanisation, mais avec la pression foncière qu'il y a sur Dakar, on s'est retrouvé avec une pression énorme autour de ce bassin-là. Donc, comme on le voit ici, ça c'est une carte de 1942 où il y avait presque rien et en 50 ans, la ville de Dakar en général a connu une énorme pression foncière qui fait qu'aujourd'hui, chaque centimètre carré de terre est bétonné et ça entraîne des inondations très importantes dans la ville de Dakar chaque année. L'interaction du bassin et de la zone de captage. Il faut rappeler qu'au Sénégal, les bassins de rétention en zone urbaine sont très souvent mal perçus. Ils sont perçus de manière négative parce que les populations considèrent que c'est des zones de danger avec des risques de noyade pour leurs enfants, ce qui est déjà arrivé d'ailleurs. Il y a eu des noyades parfois dans les bassins. Et ils sont considérés comme des sources de nuisances sanitaires avec des proliférations de moustiques et des nuisances olfactives où parfois, voilà, il y a des odeurs qui émanent de ce bassin-là. Et malheureusement, le bassin de la zone de captage qui fait partie de notre projet ne déroge pas à cette règle. Et aujourd'hui, ce bassin qui se situe dans un quartier qui s'est fortement urbanisé aussi en l'espace de 15 ans, est agressé de toutes parts par une occupation anarchique de ses abords. Autour de ce bassin, nous avons une occupation anarchique de ses abords avec des mécaniciens, des teinturiers, on a une gare routière, plein d'occupations qui exercent une pression supplémentaire sur le bassin avec un déversement des déchets solides dans le bassin. Et cette cohabitation est très difficile pour les riverains et pour l'hôpital de Grand Yoff, qui est un hôpital de niveau 1, qui se plaint énormément de la gestion de la prolifération des moustiques. Et nous avons aussi ce bassin qui est entretenu par l'ONAS, qui est l'Office national de l'assainissement au Sénégal. Et voilà, le fait d'avoir des eaux usées qui arrivent dans le bassin, des déchets solides et cette pression foncière autour du bassin rend l'entretien et la maintenance très difficile pour l'Office national de l'assainissement. Aujourd'hui, toutes ces pressions, toutes ces conséquences font que ce bassin est en train de perdre sa fonction initiale, qui est de recevoir les eaux usées qui est de recevoir les eaux pluviales au profit des eaux usées et des déchets solides. Et on a remarqué que depuis plusieurs années maintenant, on a des inondations, des débordements du bassin pendant l'hivernage qui entraînent d'importantes inondations et des pertes
en vie humaine et matérielle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons la localisation du bassin dans le quartier de la zone de captage avec l'hôpital d'un niveau 1 qui est juste à côté. Nous avons tout autour du bassin des occupations plus ou moins anarchiques qui continuent à faire une pression sur le bassin. Et souvent, nous avons pendant les périodes de pluie, le bassin déborde et traverse l'autoroute qui est là en rouge et va jusque dans ces quartiers-là. C'est pour dire que l'ampleur de ce réceptacle pour tout ce bassin versant-là. Donc là, sur ces photos, on a une prolifération des plantes parce que le bassin est très pollué. Nous avons des plantes invasives et on voit sur la deuxième photo que certains exutoires dans le bassin sont obstrués par les déchets solides. Donc, autour de ce bassin, nous avons une multitude d'acteurs, ce qui rend ce projet-là un peu plus complexe parce que nous avons beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans ce bassin et tous ces acteurs-là n'ont pas forcément les mêmes attentes. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons l'Office national de l'assainissement qui gère l'entretien et la maintenance du bassin, mais nous avons aussi la mairie de Grand Yoff qui est le réceptacle du bassin de rétention. Nous avons le collectif des habitants et nous avons aussi l'agence de développement municipal qui est la structure qui sert de maître d'ouvrage délégué pour l'État pour certains grands travaux. Donc, autour de ce bassin-là, nous avons plusieurs acteurs qui chacun, à leur tour, a des objectifs, d'où l'enjeu du projet de réussir la concertation entre les différentes parties prenantes et surtout de trouver un consensus sur des solutions de réaménagement qui pourraient convenir à tous, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, je reviens sur l'organigramme du projet. Donc, ce projet-là est soutenu par la ville de Dakar, qui est responsable de ce projet, et la GIZ et le CFF, le City Financial Facility, viennent en soutien technique sur ce projet-là, avec la participation du C40. Et pour les parties prenantes, comme je le disais tout à l'heure, nous avons la commune de Grand Yoff, nous avons l'Office national d'assainissement, l'Agence de développement municipal, les associations de riverains du quartier qui ont des attentes par rapport à l'aménagement paysager surtout. Et nous avons aussi d'autres participants qu'on consulte depuis 2016, qui sont les ministères de l'urbanisme, les ministères de l'environnement, de l'hydrologie. Donc, nous avons plusieurs acteurs qui sont concertés pour ce projet-là. Il vous reste un peu plus d'1 minute. D'accord. Comme je le disais tout à l'heure, la concertation, nous venons sur les solutions de réaménagement qui sont d'optimiser les événements pluvieux importants dans le système, la gestion des déchets, la gestion des eaux usées, le réaménagement des abords du bassin et la création d'espaces partagés autour du bassin, comme je le disais par rapport aux objectifs des différents acteurs. Et sur ces slides, on voit le débordement du bassin pendant les pluies exceptionnelles en septembre 2020. Et nous préconisons une démarche participative pour un projet réussi. L'expérience nous a montré dans ce genre de projet que toutes les parties prenantes doivent être impliquées dès le début pour une facilitation de la mise en œuvre du projet, et que des outils comme la concertation, la communication et la sensibilisation sont assez efficaces. Et ça permet aux populations de s'approprier le projet. Et en tant qu'acteur, il y a un accompagnement sur le renforcement de capacités et sur les capacités d'entretien de maintenance à faire pour aider à pérenniser ce genre d'équipement. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Mani. Thank you so much, Mrs. Koulibaly. I found the presentation. Madame Koulibaly, merci beaucoup pour votre présentation fort fascinante. Non seulement vous avez traité des aspects relatifs à la gouvernance, et également pour le bien fondé de cette mesure et action de coopération que vous avez pris. Malheureusement, nous n'allons pas avoir une fenêtre temporelle pour pouvoir répondre aux questions, comme nous l'avions dit auparavant. Et je passe sans plus tarder maintenant la parole à Fadi Comer pour
conclusion, peut-être au passage, juste partager avec vous en 1 ou 2 minutes les différents messages que l'on peut retirer des différentes interventions. Je voudrais remercier les intervenants pour leur temps et désolé de vous avoir un peu poussé à en finir plus rapidement. Ce que je vois maintenant émerger de ces différents témoignages, ce sont 4 P. Qui sont en fait des éléments qui permettent d'avoir le premier étant people, à savoir les personnes. Voilà, et donc je pense que vous avez suffisamment mis l'accent et la lumière sur l'engagement citoyen, la gouvernance, également la gestion des compromis pour promouvoir les synergies et les complémentarités, également limiter les extensions et les hotspots que nous savons peuvent également avoir lieu et qui ont également très haute quantité d'eau disponible et la concurrence sur l'utilisation des quantités d'eau. Et un deuxième pays, ce sont les endroits. Porto, pour ainsi dire. Vous avez mentionné comment les villes n'ont pas des écosystèmes séparés. Ils se trouvent dans un territoire donné qui connecte les dynamiques rurales et urbaines, agricoles également, et donc en amont et en aval, les utilisateurs et les riverains doivent également s'impliquer pour limiter les tensions. Un troisième P maintenant, c'est la planification. Et je pense que la planification, que ce soit à travers des comités de bassin ou des organismes de bassin versant, ou également ce que les villes font également pour le contrôle des inondations d'autres régions. Vous l'avez mentionné, c'est là une bonne occasion de relier tout ceci. Le dernier et le moindre P qui a trait à la politique, si c'est politique. Et un exemple à démontrer la mesure dont les villes prennent un certain nombre de mesures, que ce soit les utilisateurs de l'eau et les gestionnaires des déchets, dont les mesures et les décisions sont importantes. Voilà donc les 4 P dont je voulais vous parler. J'espère qu'on aura j'aurais voulu avoir plus de temps pour commenter davantage, et vous aussi. Mais maintenant, je donne la parole à notre président IHP UNESCO, M. Fadi Koumer. Vous avez le mot de fin et M. Eric également par la suite prendra la parole. Thank you, Aziz. Tout d'abord profiter pour remercier les organisateurs de cette conférence en la personne d'Éric Tardieu et Madame Diane Darras. Permettez-moi, à la suite des présentations des excellents orateurs, de vous présenter 3 constatations que j'ai relevées. La première, c'est que le monde devient principalement un monde urbain, avec plus de la moitié de la population mondiale qui vit dans les zones urbaines. Ce qui signifie que nous poussons à l'épuisement du nexus de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation, et que nous vivons dans un monde hydrique non sécurisé. Surtout quand il s'agit donc des villes, des grandes villes qui sont alimentées par des bassins transfrontaliers, et là je pense à Bagdad, je pense au Caire et bien d'autres villes aussi. Je constate que la ville, la grande ville et la plus grande ville dominent de plus en plus l'espace humain et nos sociétés humaines. Et même si le développement de ces villes pourrait constituer une source de progrès, il pourrait aussi, ce développement également, être la cause de graves menaces de pénurie d'eau, des graves menaces de pénurie d'énergie pour l'avenir. Ce phénomène de concentration de population dans les zones urbaines ne cesse de s'amplifier et se traduit dans un déséquilibre entre l'offre et la demande en matière de consommation d'eau, d'énergie et d'espace. Et en d'autres termes, la biodiversité est aussi impactée et le climat. La question qu'on se pose tous en tant que leader de l'eau est que cette concentration démographique et sociale de la ville ne va-t-elle pas se heurter à moyen terme à la limitation
de nos ressources, à la limitation physique de nos ressources qui sont vitales pour le développement durable. La deuxième constatation que j'ai notée, c'est que nous poussons nos ressources à la limite avec les changements globaux, les pandémies telles que la COVID-19, les incendies de forêt et toutes les pressions qui font qu'augmenter les risques de l'épuisement de nos ressources d'eau au niveau des bassins hydrogéographiques. Ces masses d'eau donc arriveront un jour à l'épuisement et augmenteraient la fréquence des événements externes. Ce qui conduit à modifier donc tous les schémas que nous avons en tant qu'ingénieurs élaborés, les schémas d'écoulement des rivières, des aquifères, et ce qui provoquera d'importants désordres au cœur même des villes et des établissements humains, ce terme qu'on utilise très fréquemment à l'UNESCO. Comment serait-il alors le fait d'éviter cette situation qui me paraît très précaire et très incertaine? La réponse est que la gouvernance des bassins transfrontaliers en interaction directe avec les grandes villes devrait se faire d'une manière urgente. Il faudrait donc asseoir d'une façon très urgente une vision partagée entre les organismes de bassin que j'ai eu l'honneur de présider il y a quelques années pour la Méditerranée. Il faudrait que les responsables des entités qui sont chargées du développement des villes élaborent avec les organismes de bassin des plans d'adaptation pour la planification durable des grandes villes, tout en s'appuyant sur les objectifs du développement durable 2, 6 et 7, et de cette façon permettre un développement harmonieux de nos villes, de nos zones urbaines, en réduisant au maximum les effets néfastes sur la société, sur l'homme et sur les générations futures. La troisième et dernière constatation, c'est que nous sommes convaincus à l'UNESCO que ces problèmes touchent directement les missions de l'UNESCO, les missions d'éducation en premier, deuxièmement les missions de formation, les missions de la science et de la culture. Ça, c'est en général, et en particulier le PHI que je préside, surtout que le PHI a une mission scientifique, une mission de recherche scientifique. Nous peaufinons actuellement la stratégie 9 de la prochaine décennie. Donc, cette stratégie donc, se situe pour la décennie 2021-2029 et dans laquelle nous identifions les actions prioritaires pour atteindre les objectifs 2, 6 et 7 dans le cadre du nouvel agenda urbain, ce que Alexandros vient de vous présenter il y a quelques instants. Cette stratégie nous donne l'espoir. Elle nous donne l'espoir car tous les organismes qui sont aujourd'hui présents à cette conférence œuvrent ensemble à relever le défi de l'agir au niveau des bassins transfrontaliers, au niveau des bassins nationaux. Nous œuvrons ensemble aussi à relever le défi de la bonne gouvernance, le défi aussi de l'interaction qu'il faudrait développer entre la science d'un côté, entre l'éducation et la formation au niveau des ressources en eau. Et aussi le défi que nous voudrions établir avec le secteur privé afin d'assurer la pérennité des projets dans le but d'atteindre le droit d'accès à l'eau à tous, y compris les populations défavorisées. Pour conclure, je voudrais dire que, en fait, si l'eau peut constituer un facteur de développement de nos villes, un facteur de progrès et de richesse économique, l'eau pourrait donc aussi constituer un facteur aussi de déclin pour nos villes si jamais cette durabilité du nexus de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation n'est pas étudiée et planifiée en concertation directe entre les organismes de bassin et les responsables du développement de nos villes, le but étant de sécuriser toujours les nouvelles générations.
je vous remercie et je passe la parole peut-être à Eric pour continuer la conclusion. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président et cher Fadi. Pour cette conclusion, nous arrivons à la fin de notre session et comme nous sommes en retard, je vais vraiment essayer de gérer ma grande frustration et ne pas vous dire tout ce que j'avais envie de partager. Alors, point important pendant que je débute. Non, François-Xavier, on va couper l'écran. Nous allons vous demander de vous préparer pour la photo de famille qui sera faite donc pendant les premiers mots de ma conclusion, ce qui nous permet de gagner un peu de temps pour la conclusion. Et Édouard me dira quand vous pourrez relâcher vos sourires. Je commence en tout cas par vous remercier vraiment les uns et les autres pour la qualité de vos interventions que j'ai beaucoup appréciées avec des exemples très différents, très incarnés et c'est vraiment agréable de voir ces illustrations du sujet que nous avions retenu pour cette session. Nous touchons à travers ce périmètre du dialogue ville-bassin, vous l'avez vu ce matin, à des sujets extrêmement pratiques, extrêmement concrets de notre vie de tous les jours. L'approvisionnement en eau potable, bien entendu, comment le garantir, comment le sécuriser, comment prévenir et gérer les inondations dans les concentrations urbaines croissantes qui ont été décrites, comment préserver la qualité des cours d'eau, en particulier à l'aval. Et je pense qu'un point très important a été touché sur ces interactions entre la gestion des eaux usées, le traitement des eaux usées, mais aussi le traitement des déchets solides. Et ces interactions sont un élément important qui vaut d'ailleurs à l'échelle des bassins eux-mêmes. Et nous savons combien les grands fleuves du monde sont des sources de pollution majeures pour les océans, notamment du fait qu'ils charrient des déchets solides jusqu'à la mer. Deuxième point sur lequel je reviens, qui est très important pour les organismes de bassin et qui a été évoqué pour l'échelle des villes également, c'est l'importance de la participation, de la mobilisation des citoyens, de la population. Ce sont les comportements quotidiens des citoyens urbains qui jouent un rôle clé dans la préservation, dans la gestion des ressources en eau à l'échelle du bassin. Avec un autre aspect aussi qui était un petit peu moins évoqué, mais j'ai vu une question dans le chat, c'est les interactions avec la sécurité alimentaire, les approvisionnements alimentaires des villes qui sont des défis, d'abord des défis logistiques, des défis de l'agriculture, mais aussi des défis en matière de gestion de l'eau et la consommation alimentaire des villes génère des impacts, souvent des pollutions, hélas, en matière d'agriculture, génère des impacts en matière de demande autour de l'irrigation. Et donc, comme le président Comer vient de le souligner, cette illustration tout à fait concrète des nexus entre eau, alimentation et énergie, qu'on a un petit peu moins évoqué, mais généralement, c'est à l'échelle du bassin qu'il faut produire l'électricité qui est massivement utilisée à l'échelle des villes. Et c'est aussi un sujet très important pour un grand nombre de bassins. Voilà, donc moi je suis vraiment heureux que nous ayons pu ensemble faire la démonstration de la pertinence du sujet. Nous y reviendrons. François-Xavier, s'il te plaît, la diapo, avec nos collègues et complices de l'IWA dans les mois qui viennent, notamment lors de l'événement de l'IWA qui est toujours prévu, je crois, à la fin du mois de mai 2021. Nous espérons que le manuel sera prêt, nous le partagerons, mais sûrement que au-delà de cet événement et avec l'horizon du Forum mondial de l'eau qui a été reporté, vous le savez, en mars 2022, nous pourrons également animer ce sujet, partager nos conclusions et disséminer, comme on dit, les messages. Voilà, je ne serai pas plus long pour aujourd'hui car je sais que les uns et les autres ont différentes contraintes.
Je vous remercie vraiment beaucoup, encore une fois, pour la qualité, pour le dynamisme de votre participation. Je remercie les interprètes s'ils ont encore un petit peu d'énergie à l'issue d'une session très sportive. Bravo à eux. Vous savez que c'est notre culture et notre fierté au RIOP de maintenir cet aspect multilingue de nos rencontres et nous l'avons encore démontré ce matin. Merci à toutes et à tous. Bonne continuation à tous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.